À quoi ressemblera le travail dans 15 ans, en 2040? C'est la question qui semble un petit peu lointaine comme ça. Elle est importante parce que tout se décide aujourd'hui, maintenant, car à mesure que les crises écologiques, économiques, sociales s'enchevêtrent, le contrat social, lui, semble se fragiliser. On le voit, on le sent dans les actualités. Alors faut-il réinventer la démocratie, et plus particulièrement la démocratie au travail, miser sur les capacités, on reviendra sur cette notion un peu plus tard, plus que les compétences, explorer de nouvelles formes de solidarité, comprendre les enjeux de l'IA aussi, autant de pistes pour transformer une époque d'incertitude en opportunité. Alors c'est l'angle qu'on a choisi aujourd'hui pour À bout de taf, l'Agora. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités aujourd'hui. Donc d'abord Jérémy Lamry, qui a écrit notamment 2040, 5 futurs possibles, comment s'y préparer. C'est pour ça que dans 15 ans, on parle de cette échelle-là. Tu es aussi entrepreneur et chercheur français. Tu es cofondateur de plusieurs initiatives, dont Monkey Tail, le Lab RH. Et puis là, tu es donc cofondateur de Tomorrow Theory. C'est une agence en valorisation du capital humain par la science et la technologie. C'est bien dit ou pas? Oui, Ça te plaît? Bon, très bien. Et puis aussi, donc tu donnes des cours à HEC Paris et à Sciences Po Paris. Donc, merci beaucoup d'être là. merci beaucoup. Et donc Océane Godard, tu es députée de la Côte d'Or, donc socialiste, conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Alors ce qui est intéressant, c'est que de formation, tu es psychologue du travail et tu as commencé dans l'insertion avant de te lancer dans la politique et de t'engager. Donc à l'Assemblée nationale, tu sièges à la commission des affaires sociales. Donc merci beaucoup d'être là. Je vous propose de commencer avec une première question qui nous taraude beaucoup à bout de taf, c'est le travail. Le travail, c'est vrai qu'avec toute cette agitation, cette instabilité politique et aussi économique, géopolitique, on s'interroge sur la place du travail et je voulais un peu avoir votre vision. C'est-à-dire que est-ce que le travail, il est toujours central dans nos vies, surtout dans notre construction en tant qu'individu, construction identitaire, je dirais. Oui, alors déjà, merci pour, l'invitation, et effectivement, merci de mettre cette question du travail, au cœur là de nos échanges et puis, ce sujet du travail, il est complètement, bouleversé et c'est vrai que notamment la période de la covid a aussi, complètement réinterrogé la place du travail dans nos vies. Politiquement, c'est très compliqué, je le dis parce que c'est très compliqué de sortir aussi des schémas et du rapport, parce que chacun vient aussi projeter son propre rapport au travail et quand je dis chacun, ce sont aussi les élus et on voit bien qu'on est au cœur aussi, d'un changement, de regard, sur la place du travail dans nos vies et au niveau des politiques publiques, je vois bien les débats que nous avons. On est encore dans un schéma où, on suit une formation, on entre sur le marché, de l'emploi, un CDI à temps plein pendant 40 et quelques années. Je dis «et quelques», hein, parce que c'est en discussion, Mmh. heu et voilà et les trajectoires sont encore linéaires. Tout le monde est les trajectoires professionnelles sont encore linéaires. Tout le monde est d'accord pour dire que ça se passe plus comme ça et pour autant, on a du mal aujourd'hui, politiquement, hein, à concevoir des politiques publiques qui intègrent aussi, le fait que, ben, les gens n'ont plus forcément envie de perdre leur vie, pour la gagner, conçoivent aussi, n'ont pas forcément envie d'avoir d'ailleurs un CDI, hein, on l'entend beaucoup chez les jeunes, mais ça ne veut pas dire que les gens ne veulent plus travailler et ça, je tiens à le dire parce que je réfute et je combats, cette, croyance qui vise à dire que les jeunes, notamment, ne veulent plus travailler et cetera. C'est juste que, ouais, il y a besoin de sens. C'est, un philosophe qui s'appelle, Marc Halévy qui dit, que les jeunes veulent, réussir, davantage, davantage leur vie plutôt que dans la vie. Alors qu'il y a quelques Très bien. années, c'était plus réussir, dans la vie quoi, avoir Ouais. sa maison, son travail, sa voiture, enfin bon. Et là, ce schéma-là, en tout cas, est en train d'être, repensé. Donc voilà, effectivement, ça impacte la manière de penser les politiques publiques et c'est en ce sens que c'est extrêmement intéressant et je ne fais pas partie de celles et ceux, grincheuses ou grincheux, qui pensent que c'était mieux avant, Mmh. ou que les gens ne veulent plus travailler, ou que les entreprises seraient de fait de mauvais employeurs parce qu'elles abuseraient des CDD ou que sais-je, et que les chômeurs n'auraient qu'à traverser la rue pour trouver un job. C'est plus complexe que ça et Mmh. pour terminer là, cette première question, je dirais que notre enjeu aujourd'hui, c'est, non pas d'opposer la question de la flexibilité, parce que les entreprises ont besoin aussi de cette agilité-là, et de l'opposer à,
la question de la protection, parce que les salariés ont aussi besoin de sécurité professionnelle, mais peut-être d'avoir un regard un peu plus hybride. Le travail est-il toujours central dans nos vies? Est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça continue à être quelque chose de clé pour notre identité? C'est quasiment philosophique, hein, comme question puisque ça a traversé beaucoup, les questions existentielles et philosophiques, depuis des années. Pour moi, ça touche surtout sur le rapport incohérent aujourd'hui qu'on a entre le travail et l'emploi. Le travail, c'est l'activité rémunérée par laquelle on crée de la valeur socio-économique. Au XXe siècle, c'est surtout de la valeur économique d'ailleurs. Mmh. Et donc, en fait, ça veut dire que ce travail, on lui a mis un cadre qui était l'emploi. Et au XXe siècle, on a déterminé une situation qui était soit on est dans l'emploi, soit on est dans le non-emploi, et auquel cas on est au chômage. Sauf qu'en fait, cette vision-là, dans une économie stable, où en fait on savait gérer le non-emploi, ça allait. Aujourd'hui, comme disait Océane, les parcours sont tellement fragmentés, fracturés, le non-emploi devient tellement une réalité du quotidien que ce côté déjà stigmatisant du chômage, en fait, n'a complètement plus lieu d'être. Et surtout, en fait, considérer qu'une personne qui n'est pas en emploi est inactive, inutile, c'est ça le vrai problème. Le travail, c'est pas forcément être en emploi. Pour moi, le travail, en fait, c'est toutes les activités qu'on peut faire et qui contribuent au fait de pouvoir faire société. Et donc, en fait, le travail peut se traduire par l'emploi formel tel qu'on le connaît, mais il devrait aussi se traduire par la capacité à pouvoir mener des activités quand on n'est pas en emploi, pour lesquelles on peut vivre dignement. Il y a tellement de sujets. Aujourd'hui, on a 11 millions d'aidants en France, que quelqu'un qui est aidant vienne dire en fait que ça ne crée pas de valeur. Et donc, en fait, je pense qu'il faut repenser le modèle économique, il faut repenser la manière qu'on a dans nos institutions et sur le terrain de pouvoir penser ce que veut dire travailler. Moi, je pense qu'en fait, c'est pas que les gens veulent plus travailler, c'est qu'ils ne veulent plus servir des actionnaires, tout simplement. Ils veulent quelque chose qui a plus de sens. Concernant le travail, il y a aussi, et ça c'est vraiment la baseline de À bout de taf, notre podcast, c'est, les crises, qu'on traverse. Donc, les crises technologiques, démographiques, tu as un peu parlé de ça avec les danses, c'est très lié à ça. Il y a les crises aussi évidemment, économiques et sociales, sociologiques. Donc, je voulais savoir, quelle crise, au pluriel, vous semble les plus, importantes, structurantes, aujourd'hui? Voilà, pour, voilà, construire demain et travailler voilà, sur l'économie de demain, le modèle social aussi de demain. Moi, je parle pas de crise. Je parle pas de crise parce que là, si on regarde en vraiment à très court terme, en fait, c'est chaque jour quasiment. Enfin, Ouais. les crises, alors dans ce cas-là, elles se superposent. Mais je parle pas de crise. Je parle d'évolution, de mutation, de notre monde, enfin de notre société. Et on le voit à tous les niveaux, d'un point de vue démocratique. C'est très intéressant ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Là, on en parlait tout à l'heure. Avant de commencer, au moment où on se parle, on n'a pas de gouvernement. Il y a eu une dissolution il y a 1 an. Il y a un troisième Premier ministre là qui arrive et on est dans un contexte où il y a pas de majorité absolue et cela nous impose, en tout cas de considérer que le pouvoir est au parlement et donc ça nous impose de travailler autrement aussi et d'imaginer aussi, que le compromis doit être notre méthode aujourd'hui. Sauf qu'on se retrouve assez désemparés parce que dans 5e République, là, nos institutions, enfin, c'est inédit, c'est inédit. Donc ça nous demande du temps. Donc beaucoup disent: «Ah, c'est instable». C'est vrai, c'est instable et en même temps, je pense que enfin, moi, je considère que c'est une opportunité aussi de penser, la politique, la démocratie peut-être différemment. Alors, ça prend un petit peu de temps, c'est vrai, mais là aussi, je pense qu'il est trop tard pour être pessimiste, donc de toute façon, on y est. Mais tout ça pour dire que voilà, je considère pas que ce sont des crises, mais des évolutions, des mutations. Dans un contexte aussi, pour revenir à la question et au sujet du travail, dans un contexte aussi où le marché du travail ne se constitue plus, et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le CDI, ne se constitue plus uniquement de CDI à temps plein, mais où les contrats courts explosent, les contrats à temps partiel explosent aussi. Et on se retrouve dans une situation où il y a, je les appelle les surfeurs du marché de l'emploi, en fait, avec beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui se retrouvent sur un CDD de quelques semaines, quelques mois, à temps partiel ou pas, se retrouvent au chômage, se retrouvent après en période de formation, se retrouvent sur un CDD, repartent au chômage. Enfin,
Et c'est épuisant, parce Bien que sûr. alors parfois c'est un choix, hein, voilà, c'est pas toujours subi, mais pour beaucoup de personnes et notamment des femmes et des hommes, éloignés enfin, en situation de vulnérabilité, pas ou peu qualifiés, et bien, ça peut être, épuisant et compliqué. Et donc c'est pour cela aussi, que ça me semble intéressant aussi, d'imaginer d'autres politiques publiques et d'imaginer d'autres sécurisations professionnelles pour, voilà, intégrer aussi cette question et Jérémy en parle très bien aussi dans un de ses précédents ouvrages, sur, les compétences, sur les soft skills notamment, Mmh. pour, être mieux armés aussi, voilà, dans l'entreprise et sur le marché de l'emploi. Donc, ça nécessite de réinterroger aussi la manière de former, mais là aussi je sais qu'on en reparlera, je Mmh. pense qu'on en parlera après, pour donner des exemples aussi de ce qui s'est fait dans ma région en Bourgogne-Franche-Comté. Mais voilà et si je rejoins aussi votre question de ta question de tout à l'heure sur la question des crises ou des évolutions, des mutations de la société, c'est vrai qu'il y a le sujet de l'IA, il y a le sujet aussi et qui impacte aussi les métiers évidemment, il y a le sujet, de la transition écologique, numérique et cetera. Donc oui, on se retrouve en fait dans une période confrontée à, une multitude de mutations et on n'a pas tous les outils et ça nous demande effectivement de faire un pas de côté, et d'imaginer aussi, bah, là, en l'occurrence, des politiques publiques peut-être un peu plus hybrides et je Mmh. crois beaucoup, beaucoup et c'est Gabrielle Alpern qui est une sociologue qui en parle très, très bien, de l'hybridation en fait, plutôt que d'être on parle beaucoup d'innovation comme, créant de nouveaux dispositifs, de nouvelles politiques ou que sais-je. Mais là, je le pense, au regard de toutes ces évolutions, sociétales, démocratiques, écologiques et cetera, je pense que la question de l'hybridation peut être intéressante parce que parfois, si je prends l'exemple des compétences ou de la formation, et bien, de l'adosser, de l'hybrider avec le sujet de l'économie, de l'emploi, c'est très intéressant de voir ce qui se passe, plutôt que de considérer les choses, en silo ou de les superposer et c'est vrai qu'en termes de politique publique, on considère encore beaucoup, la formation d'un côté, l'emploi, l'économie de l'autre, le développement économique, l'insertion, enfin et donc cette question de l'hybridation peut en tout cas, faire naître, des modèles peut-être et des politiques publiques peut-être plus adaptées Et toi, tu pour, en tu dans ton livre, donc 2040, celui-ci, mais dans d'autres aussi, tu dis qu'on est à un tournant. Mmh. Et justement, ce tournant, il est marqué, donc peut-être pas par des crises ou en tout cas par des enjeux. Et pour toi, quels sont, justement les grands enjeux en fait dont il faut, prendre connaissance, qu'il faut embrasser en fait pour, préparer, demain? J'aime bien qu'on fasse le lien entre crise et enjeu, parce que Ouais, les grands enjeux de demain qu'on n'adresse pas aujourd'hui préparent les crises de demain. ouais. Et donc c'est tout le Donc ça veut dire que les crises c'est tout le d'aujourd'hui, c'est sujet. dû Les crises à d'aujourd'hui sont des enjeux qu'on mmh. n'a ouais, pas on a préparés. sommarisé. Un exemple, il y a 30 ans, en France, on pouvait vivre du SMIC. On vivait mal, mais on pouvait en vivre. Aujourd'hui, on vit plus du SMIC. Et en fait, ça montre aussi quand, une personne qui travaille à temps plein et n'arrive pas à finir la fin du mois, enfin, il est légitime qu'elle se dise: «C'est quoi le projet?» En fait, c'est quoi le projet de société là? Et donc en fait, on vit une crise, aujourd'hui qui est une crise, par des gens en fait qui continuent à jouer le jeu, mais sincèrement qui ne se retrouvent plus dans le système. Et donc quand on regarde le World Economic Forum, il parle au moins d'une vingtaine de crises en simultané et polycrises, voire jusqu'à 30 crises qui se superposent en ce moment. Et on parle beaucoup par exemple de la transition écologique nécessaire, de la crise climatique et on s'est dit: «Oui, c'est l'enjeu numéro un». Alors, sur le papier, je suis d'accord, mais la crise climatique, c'est un enjeu d'adaptation. Le sujet de la crise sociale qu'on vit, c'est un sujet potentiel de guerre civile demain. Et je pense en fait que ce qui mettra notre système par terre d'abord, c'est la guerre civile avant qu'il fasse 50 degrés dans les villes. Et bien sûr, ça va créer des enjeux. Il faut traiter le sujet de la transition écologique, mais on ne peut pas demander à quelqu'un de manger bio et d'être éco-responsable quand il n'arrive déjà pas à finir le mois. Il faut penser l'ordre des priorités. Il faut que les gens soient dans les conditions de sécurité fondamentale et psychologique pour pouvoir avoir envie de s'intéresser à autre chose que la fin du mois. Donc, comme on dit, ça c'est une expression que j'aime bien, il y a ceux qui pensent la fin du monde et ceux qui pensent la fin du mois. Et c'est vraiment l'économie dans laquelle on est aujourd'hui. Et en fait, c'est le sujet duquel on doit sortir. Et ce que dit Océane, pour moi, va complètement là-dedans. Il faut ouvrir plus d'opportunités. Et le sujet du développement, de la formation,
de l'accès à l'égalité réelle par la formation, en fait, ça devient au cœur du sujet. Il y a ce qu'on peut faire pour aider les personnes aujourd'hui, et il y a tout ce qu'on peut faire pour éviter que ça continue cette situation demain. Il y a quand même une crise, hein, qui me semble importante, c'est celle technologique. Est-ce que tu voudrais y revenir? Parce que je sais que c'était un peu ton sujet, donc je ne veux pas biaiser ta réponse, mais je voudrais qu'on en parle quand même parce Ouais. que il me semble que l'IA, c'est un peu une lame de fond, donc on peut tout à fait, voir l'opportunité, enfin voilà, on va revenir sur, la crise en chinois qui dit opportunité, menace, machin. Très bien, mais concrètement, tu en penses quoi, en fait? Concrètement, je pense que c'est exactement, de cette manière qu'il faut le voir. Mmh. Une crise est une opportunité et en fait, cette crise potentielle de l'IA, c'est pas la nôtre. C'est le narratif poussé par les Américains qui n'arrêtent pas de nous dire: «Vous êtes en retard sur l'intelligence artificielle, il faut faire de la croissance mondiale, il faut augmenter des points de PIB, il faut augmenter la productivité». C'est pas le narratif européen, c'est le narratif américain et tant qu'on suit le narratif américain, on aura envie de se dire: «Bah, c'est vrai, on est en retard». Moi, je suis dans les organisations tous les jours qui Ouais. disent: «On est en retard sur le déploiement de l'IA» et moi je leur dis: «Mais par rapport à quoi?» C'est vous allez mettre de l'IA pour automatiser et donc remplacer des tâches humaines par de la machine, vous allez faire quoi de vos humains? Est-ce que vous êtes conscient qu'en France, à partir du moment où on atteint 15-18 de chômage, en fait, les gens consomment plus et vous faites plus d'argent? Donc il y a un cycle qui se casse. Donc c'est quoi le projet en fait dans lequel dans lequel on est Ouais. en train de vivre? Et j'ai une conviction très forte qui est pas du tout une vérité, qui est une opinion personnelle, qui est qu'il faut arrêter de courir après le narratif américain. Et pour ça, en tant qu'Européens, on doit être capable de rompre avec les États-Unis sur le plan financier, économique et créer nos propres indicateurs. L'Europe, c'est un territoire profondément humaniste, il faut qu'on s'en rappelle, et Mmh. il faut qu'on se rappelle que le PIB n'est pas ce qui devrait guider une nation. Finir sur ce sujet, je pense qu'il y a aussi, ça paraît un détail, mais quand tu parles de narratif, on est tout le temps en train d'écouter ou de lire tu sais, les BCG, les McKinsey et je Les BCG, mmh, McKinsey, ils ne nous vendent pas une vision du monde. Ils analysent, les pensées des dirigeants ouais, et ils analysent l'état du monde et ils font beaucoup de constats, en fait, quand on regarde et ouais, ils disent: «Voilà, si vous voulez, vous mettre à jour sur l'IA, voilà le plan à adopter. Tant de projets IA échouent, tant de projets IA réussissent». Donc ouais, c'est beaucoup des constats. Moi, je dirais pas que derrière des mmh. McKinsey, des BCG, il y a des idéologies profondes du monde. En revanche, ces cabinets-là existent parce qu'il y a une idéologie dominante dans le monde. Non, parce que ça me fait penser à un truc, tu sais, en 2013, on a dit, c'est, comment il s'appelle? Osborne et Frey, Frey ou et ouais, Osborne, c'est ça. chercheurs de l'université Alors c'était d'Oxford. autre Ouais. chose, hein, mais alors c'est une université pour le coup, ouais. Il disait: «Bah, voilà, il y a X des emplois qui vont disparaître» 48, et ouais. j'ai l'impression voilà et en fait, on parle tout enfin, franchement, ça fait flipper les gens. Il y a une étude là qui est sortie, 48 des Français ont peur d'être remplacés par une IA. Bah, c'est bon, c'est beaucoup et à la fois c'est peu, mais enfin, je me dis que on se trompe beaucoup, en fait, Oui. aussi et à force d'écouter ce type de narratif, on peut pas construire, demain, quoi. Donc Mais ça, c'est aussi, alors là et là, tu as raison, c'est souvent parce qu'en fait, on pense demain avec les logiques d'aujourd'hui mmh, et puis avec des données imparfaites. Par exemple, ces chercheurs de l'université d'Oxford qui sont des gens brillantissimes, bah, oui, qui mmh, publient cette étude avec beaucoup d'assurance. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un travail extrêmement rigoureux d'étudier des milliers d'offres d'emploi et de fiches de poste et ils se sont dit: «Voilà, bah, tout ça, ça va pouvoir être automatisé, donc 48 des emplois vont disparaître» et en oui. fait, quand on creuse leur travail, on se rend compte c'est quoi une fiche de poste quand on connaît un peu le sujet RH? C'est un endroit où on décrit les activités qu'on fait le plus souvent. C'est loin de décrire l'intégralité d'un métier. Donc dans 2040, tu décris 5 scénarios pour alors pas pour le futur du travail, mais le futur de la société au sens large. Donc il y a l'effondrement, la dystopie, la décroissance consciente, le néo-humanisme et la métaphysique. Alors, ça serait intéressant peut-être si tu pouvais, les énumérer, enfin revenir dessus brièvement comme ça, que les auditeurs comprennent et lequel de ces scénarios te semble le plus, probable? Pas le souhaitable, le probable pour toi? Donc le premier, c'est l'effondrement et l'effondrement, Mmh. c'est tout en fait, c'est des familles de scénarios, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on les classe par grandes Ouais, ouais, ouais. familles. Dans l'effondrement, c'est tous les scénarios dans lesquels le système tel qu'on le connaît n'existe plus. Rupture des chaînes d'approvisionnement, la police ne fonctionne plus, l'école, les hôpitaux ne fonctionnent plus. Donc tout le système tel qu'on le connaît est cassé, et donc c'est un peu le chaos. Donc ça, c'est l'effondrement et ça peut arriver aussi bien parce qu'il y a une guerre civile prolongée qu'un espèce de hacking de masse, donc une cyberattaque Ouais. de masse, que, si un astéroïde arrive. Il y a plein de choses qui pourraient mener à l'effondrement. Il y a des gens dont c'est la spécialité de penser à ça, qui s'appellent les collapsologues. Moi, à Ouais. titre personnel, j'en fais pas partie. C'est je pense en fait qu'on a toutes les ressources qu'il faut pour que notre société non seulement tienne la route, mais en plus devienne meilleure pour tous.
Et donc, en fait, l'effondrement, il faut y penser pour éviter que ça arrive, préparer l'anti-effondrement. Mais je ne pense pas que ce soit le plus probable. Je pense qu'on est plein de ressources. Ensuite, il y a la dystopie. Et la dystopie, c'est le scénario dans lequel le système tient, mais au détriment des libertés individuelles. Typiquement, imaginez, demain, le chômage explose, beaucoup de chômeurs de longue durée, le système ne tient plus. Elon Musk arrive et nous dit, vous savez, moi, avec mes puces que je mets dans le cerveau, je peux réhabiliter cognitivement les gens en quelques mois, et vous pouvez les remettre au boulot. Et bien, paf, tous les chômeurs de longue durée se retrouvent obligés d'avoir une puce dans le cerveau. Donc là, si on dit c'est quoi le projet, c'est ça le projet, je suis pas sûr d'en être. Mais ça, c'est de la dystopie typiquement. Tout à fait. Au nom d'un équilibre de société, on réduit les libertés individuelles. Ça peut être des dystopies idéologiques, religieuses. L'Afghanistan aujourd'hui est une dystopie. On a ensuite la décroissance consciente. Celui-là, je l'aime beaucoup, mais je dirais pas que c'est le plus probable. C'est celui dans lequel tous les grands dirigeants du monde entier se réunissent autour d'une table et disent ouais, la croissance, ça va bien, on va s'arrêter. Et puis, on va faire attention à la planète, à tout le monde. On va créer beaucoup d'égalité, repartager les richesses et tout va bien se passer. Ouais. Je l'adore, ce scénario. Ouais, bah, ouais. Je dirais pas que c'est le plus C'est probable. plutôt de l'utopie, du coup, là. Donc, ça dépend, ça dépend où on place l'utopie. La Mmh. décroissance consciente n'est pas forcément l'utopie, mais le retour à une forme de raison. Que nos ressources sont finies, que nous sommes des êtres finis. Et ensuite, il y a le néo-humanisme. J'en parle juste après parce que c'est celui qui nous intéresse beaucoup avec Océane. Et donc, le dernier, c'est tous les scénarios qu'on appelle métaphysiques. C'est ceux dans lesquels, en fait, la réalité telle qu'on la connaît change un peu. Moi, par exemple, j'ai fait des études en physique. Et en physique, on m'a appris qu'il existait 4 états de la matière. Ça peut paraître bête, hein. Liquide, solide, gazeux, plasma. Et on m'a dit, c'est la science, c'est la vérité, c'est comme ça. Aujourd'hui, on sait qu'il existe 12 états de la matière au moins. Et que la plupart de ces états de la matière ne nous sont pas accessibles parce qu'on ne vit pas dans les bonnes dimensions. Donc, imagine demain si on découvre en fait qu'il existe des mondes parallèles, qu'on peut voyager plus vite que la lumière, qu'on découvre des vies extraterrestres, je sais pas, tout un tas de scénarios auxquels on s'est toujours fermé parce que c'était pas possible, tout comme le Covid n'était pas possible. Et ben en fait, quel monde ça crée? Donc ça fait partie de tous ces scénarios-là. Il faut s'y ouvrir parce que c'est de la responsabilité de penser à ça aussi. Et après, le néo-humanisme, c'est le scénario dans lequel on décide que même si le monde n'est pas parfait, on essaye de continuer à faire société. Et surtout, comment peut-être le pouvoir public peut agir pour aller dans ce sens-là. Ça peut être intéressant aussi. Déjà, moi, je trouve que Jérémy tout à l'heure parlait de c'est quoi le projet. Je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir un ouvrage comme celui que Jérémy a écrit, qui permet de se projeter et effectivement de pouvoir se projeter sur différents scénarios. Moi, je reviens sur du coup un peu plus la dimension, tout à l'heure j'en parlais, de la dimension régionale et l'application effectivement de ce en quoi on croit. En tout cas, en région Bourgogne-Franche-Comté, on s'est beaucoup, beaucoup investi dans les territoires, alors avec des logiques, et ça c'est extrêmement important aussi de se le dire, avec des logiques de territoire très différentes. Il y a des cultures différentes, Bourgogne-Franche-Comté, et après il y a des logiques de territoire avec, c'est une région profondément rurale. Tout à l'heure on parlait avant l'émission de Lyon, où sont nos racines, même si je suis députée aujourd'hui de la Côte d'Or. Mais il y a des logiques vraiment différentes et effectivement avec des besoins aussi, notamment des publics c'est très hétérogène. Et donc comment une politique régionale notamment, qui a pour compétence le développement économique, qui a pour compétence aussi la question de la formation, comment est-ce qu'on s'empare aussi de ces sujets pour avoir toujours ce souci de l'intérêt général, mais en répondant aussi à des hétérogénéités et des besoins différents. En région Bourgogne-Franche-Comté, on a eu, il y a quelques années, l'État a mis de l'argent sur la formation, sur les compétences pour les publics les plus éloignés de l'emploi, pas ou peu qualifiés, et ça s'appelait le plan régional d'investissement dans les compétences. Et donc c'était très intéressant parce que pour une fois, en tout cas sur le sujet de la formation, on avait du temps aussi. Donc c'était un plan sur 5 ans, ce qui nous a permis vraiment de donner le temps à la fois aux organismes de formation, aux entreprises aussi. Ça permettait d'expérimenter. Exactement, pour mettre en place et avoir une logique non pas uniquement conjoncturelle et faire de la formation en plus, voilà, mais d'avoir une vraie logique de transformation aussi. De l'intérieur des organismes aussi de formation sur la question de l'innovation pédagogique, sur la question des soft skills, et, par exemple, et sur la question de la commande publique, parce que la région aussi, elle commande, elle achète de la formation.
Mais comment est-ce qu'aussi, au gré des crises dont on parlait, l'évolution des métiers, des besoins des publics, et cetera, comment est-ce que la région, une collectivité régionale, peut faire aussi sa propre introspection pour acheter de la formation, et commander de la formation différemment qu'il y a quelques années? Donc c'était très, très intéressant et hem et ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu effectivement former et amener vers la formation des publics qui n'allaient pas, qui ne seraient pas allés automatiquement vers la formation, donc des publics très éloignés de l'emploi, pas ou peu qualifiés, et ensuite de leur permettre de revenir sur le marché de l'emploi et de retrouver une place. Je voudrais le dire ici, parce qu'il y a là aussi cette logique adéquationniste. On pense que parce qu'on met de l'argent public sur de la formation, il faut que derrière les gens trouvent un CDI, parce que sinon la formation, c'est que voilà, on n'a pas réussi et que la politique publique menée, elle est pas bonne. Je fais très vite, hein, je vais vite, mais c'est ça, et on nous demande et on est évalué sur, la sortie vers la formation. Sauf que, et je veux le dire, parce qu'il y a bien des publics, des femmes, des hommes, des jeunes, des seniors, pour qui déjà retourner en formation, c'est énorme. C'est énorme. Donc reprendre confiance, se reconnecter aussi avec, cette question de l'apprentissage, une dimension cognitive aussi. Donc il y a tout ce mécanisme qui prend du temps et voilà, ce temps était donné aussi. Donc ça, c'est important. Et ensuite derrière, pour des personnes aussi, de retrouver un CDD, même de 15 jours, même d'un mois, même, mais c'est énorme aussi, quoi. Et donc c'est pas, parce qu'on est évalué, si c'est pas un CDI, bon, bah, c'était pas bon. Et bien si, pour des personnes, C'est le petit pas, quoi. et ça, moi je voudrais, c'est là pour le coup, en tant que parlementaire, j'essaie de le valoriser et de le transmettre, mais que cela puisse aussi être, valorisé justement, dans nos politiques publiques, dans, l'argent public qu'on peut mettre pour, voilà, pour dire que, ouais, pour des personnes, alors c'est vrai que, ça nécessite de voilà, plus d'attention et de changer de regard, mais cette attention-là, elle est très importante, et donc ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, sur Tu les veux ajouter différents quelque scénarios. chose, Oui, oui, parce que Jérémy? je trouve ça inspirant parce que ce sujet de mécaniste de notre société, où on pense les compétences, le placement, l'adéquation, comme dit Mmh. Océane, bah, pour moi, il va toucher vraiment au sujet de l'estime de soi à la fin. C'est quand on peut pas dire en fait, aux Français, les gens qui ne sont rien, par exemple. C'est des choses qui sont pas possibles parce que c'est pas méchant de le dire, mais c'est maladroit. Mmh. Le sentiment de fierté nationale, il disparaît. Le besoin de voter disparaît. Pourquoi? Parce que si on n'est rien, finalement, pourquoi s'engager? Pourquoi s'impliquer? Pourquoi se bouger pour autre chose que soi-même? Bah, en fait, ça commence par là. Ça commence par rappeler aux gens qu'ils ne sont pas rien. Si on veut redonner le sentiment de fierté, si on veut réimpliquer les gens dans la vie, il faut leur dire que leur voix compte. Et pas simplement leur dire, il faut leur montrer au quotidien. Et donc, pas leur dire juste on a besoin de tes compétences, mais on a besoin de ton engagement, de ton être, de qui tu es. Mmh. Et ça doit se traduire dans la manière dont on éduque les jeunes, dont on éduque les adultes. Donc, sur la formation initiale, sur la formation continue, on doit complètement changer le rapport à ce que veut dire développer des personnes. C'est pas développer des cases à remplir, des cases à cocher. C'est vraiment en fait développer des êtres humains avec tout ce qu'ils ont de problèmes personnels, de confiance en soi, d'estime de soi, de capacité à s'affirmer ou non, et en faire des personnes qui sont capables d'agir par elles-mêmes, pour elles-mêmes, dans un esprit de bien commun. Mmh. Ouais, ça rejoint l'idée de, ce dont tu parles dans le livre également, d'économie quaternaire, qui est en fait un concept qui est inspiré des travaux de l'économiste Michel de Bonneuil, si je ne me trompe pas. Et c'est intéressant parce que ça place la connaissance, le care, prendre soin, la durabilité au cœur du développement. Tu expliques en fait que c'est une société où on valorise le non marchand. Donc c'est intéressant parce que l'équationnisme, l'utilitarisme, tout ça, on sort un peu de là pour être vraiment dans le non marchand. Et il y a une phrase qui m'a marquée dans le livre. Tu dis l'économie quaternaire, c'est l'économie du lien plutôt que du bien. Michel de Bonneuil, c'est donc une économiste française qui a Mm. travaillé très longtemps au gouvernement. Et on doit à Michel de Bonneuil des innovations sociales comme le chèque emploi-service ou le Vélib. Donc, qui Je touchent ne au savais sujet de pas. l'économie de Oui. fonctionnalité et la manière aussi dont on peut faire circuler de la richesse entre particuliers, par Mm. le service, par le lien. Donc, tous ces sujets-là, en fait, pour moi, c'est-à-dire que je pense que, enfin, Michel, c'est une grande humaniste. J'ai eu l'occasion de parler avec elle. Si elle n'avait pas été bloquée par le système dans lequel on est,
C'est-à-dire que c'est un système aussi qui a du mal à penser tous ces sujets entre les lignes, Oui. l'entre les lignes, tout ce qui n'est pas mécaniste. Mmh. La France pourrait déjà être un vrai pays lumière du quaternaire. Donc techniquement, c'est-à-dire quand on regarde techniquement, quand on regarde Bercy, toutes nos institutions, nos opérateurs, c'est possible. C'est possible. Mais ça demande aussi une pensée différente au niveau de l'administration et des élus sur ce qu'on attend demain en fait de la société. Ça demande un truc tout bête, mais des gens formés à la psychologie, parce qu'en fait, on gère des êtres humains quand même. Ouais, les sciences humaines, c'est vrai qu'il n'y Et a pas oui. grand-chose dans le management et Et l'école les de sciences commerce. humaines, c'est pas que la géopolitique et l'économie. Non. Juste donc, ce que tu me dis, c'est que quand même, des bribes de l'économie quaternaire existent déjà dans notre Oui. société. Mais si on prend un exemple concret, à quoi ça ressemblerait, je sais pas, une entreprise, ça manque un peu de, tu vois, Ouais. Eh ben, d'exemples. on a déjà plein d'exemples du quaternaire qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est noyé dans la masse, tout comme avant 1950, on avait déjà du service, mais on n'appelait pas ça le secteur tertiaire, on en a à droite à gauche, on en a fait un Mm. secteur formalisé. Le secteur quaternaire, c'est celui qui arrive après le secteur tertiaire et qui vient englober tout ce qui est non marchand et tout ce qui touche à la connaissance, à la solidarité. Donc ça va être tous les sujets santé, éducation, solidarité, sécurité. Et donc, par exemple, le secteur associatif, c'est du quaternaire. Quand les gens s'impliquent dans le secteur associatif, ils ne le font pas pour un rapport marchand, ils ne le font Mm. pas pour gagner de l'argent, ils le font parce que ça nourrit autre chose. Et en tant que société, on est autre chose que des transactions. Et donc c'est ça que vient formaliser le secteur quaternaire, c'est qu'en tant que société, on est autre chose qu'une somme de transactions. Et donc dans le secteur quaternaire, une entreprise par exemple qui serait quaternaire, c'est une entreprise qui assumerait qu'on est autre chose qu'un bilan et un compte de résultats et qui se passe autre chose pour pouvoir faire société. Et donc c'est une entreprise qui aurait une forme d'attention particulière à ses parties prenantes, par exemple au riverain. J'ai un exemple concret, Kiabi, qui à Lille a lancé le Kiabi Village. C'est l'un des plus grands magasins Decathlon d'Europe. Au-dessus, le siège de Kiabi, avec l'un des plus grands magasins Kiabi, avec au-dessus les 600 plus salariés de Kiabi, mais au rez-de-chaussée, également l'équivalent d'une mission locale qui est autogérée par des salariés de Kiabi et qui représente un coût zéro pour l'État. Des personnes qui se sont formées et qui autogèrent un planning pour pouvoir accueillir des personnes des alentours qui sont en décrochage et qui ont besoin d'aide pour leur CV, pour se préparer des entretiens, pour tout ça. Ça, c'est une aide quaternaire. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'est pas du tout obligée de le faire. On a déjà des mécanismes formalisés comme le mécénat de compétences. Tout à fait. Mais dans Ouais. un pays Les comme la fondations. France, on a moins de 10% du mécénat de compétences qui est alloué, qui est utilisé. Et quand on demande aux d'accord. managers dans les entreprises, la réponse est oui, ils l'ont, mais ils ne sont pas obligés de le prendre. Et quand on demande aux collaborateurs pourquoi ils ne le prennent pas, c'est j'aimerais déjà pouvoir finir ma semaine. Techniquement, c'est possible, mais il y a un vrai sujet culturel de remettre à l'entreprise la responsabilité, non pas seulement de payer des taxes, mais de faire société. Je vais vous faire une grande révélation. Je crois profondément, attention, en la politique. Ça, c'est une grande révélation. Pour ça. porter ce Non, projet-là, Tu c'est ça? devrais faire de la politique aussi. C'est bon, je suis assez cohérente. Non, mais je crois, oui. Comme, oui, je comme crois activateur aussi, de bien changement évidemment. pour aller vers là. Et je voudrais l'illustrer par un exemple. J'étais élue avant à Dijon et j'avais la présidence d'une structure qui s'appelait Créative, qui était le bras armé de la métropole dijonnaise sur les sujets d'emploi, compétences, innovation sociale, insertion. On a travaillé avec les restaurateurs, les hôteliers restaurateurs, qui, à juste titre, n'arrivaient pas à exprimer le fait d'avoir des difficultés dans leur recrutement, garder leurs salariés, ils ne trouvaient pas les compétences, etc. Donc, on s'est dit, alors, on va essayer de comprendre ce dont ils ont besoin. Donc, on a fait une enquête auprès de 100 hôteliers, restaurateurs, acteurs du tourisme, du centre-ville dijonnais. Et ce qu'il en est ressorti, ils nous ont dit, nous, on veut des gens qui sont en capacité d'utiliser le numérique. Parce qu'aujourd'hui, on ne prend plus forcément la commande avec un papier et un crayon, donc voilà, manipuler la tablette ou le smartphone, etc. On veut des gens qui parlent anglais, parce qu'on a une clientèle aussi étrangère, touristique, etc., donc parlent anglais. On veut aussi des gens, s'ils peuvent ils peuvent être conseils sur le patrimoine local ou orientés sur le musée, la culture, etc., ça peut être un plus. On voudrait aussi qu'ils aient la capacité, parce que c'est de l'improvisation aussi, ces métiers du tourisme, et j'en passe. C'est quand même le mouton à 12 pattes, là, ça devient très compliqué. Je connaissais pas Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut entendre à la fois ça et
permettre effectivement que les hôteliers-restaurateurs puissent avoir des compétences. Donc, on a travaillé avec la région et c'est là où je dis je crois en la politique comme un levier fort et je reviens aux capacités, aux soft skills et aux savoir-être qui sont aussi demandés. Et donc, on a intégré des modules. Tout à l'heure, je parlais de la région qui achète des formations, qui commande des formations à des organismes. Eh bien, on a demandé aux organismes de nous faire des propositions pour intégrer des modules de formation qui répondent à ces enjeux-là, ces besoins-là. Donc, sur aussi la capacité à s'adapter, l'improvisation. On a travaillé avec le Théâtre Forum. Enfin, donc, tout ça pour dire qu'on peut aussi hybrider, sortir de nos schémas, de nos croyances, et puis intégrer aussi cette dimension plus humaine, savoir-être, dans des formations qui sont aussi diplômantes. Et il y a aussi les initiatives citoyennes. J'y viens parce que tu as créé donc les émergences. On voit que ça essaime pas mal ce type d'initiative. Alors, je ne sais pas si c'est spontané, mais qui passe un peu moins par les canaux de la politique classique, peut-être un peu verticalisé parfois. Et donc, est-ce que ça aussi, c'est un élément qui rentre dans l'économie quaternaire? Et si tu peux juste expliquer ce que c'est aussi les émergences, comme ça on en profite pour présenter c'est un mouvement, je sais pas comment le collectif, je sais pas Donc comment tu appelles ça. c'est un collectif qui D'accord. a vocation, oui, à être un mouvement qui permet de proposer et d'agir, de proposer aux acteurs politiques des briques qui nous viennent du Mmh. terrain pour les alimenter, mais aussi d'agir à travers des projets qu'on déploie, de la formation citoyenne. Le principe des émergences, c'est de se dire, c'est quoi le projet? Ah, on y revient. Donc j'y reviens, C'est la mais baseline. aujourd'hui, il y Mmh. a et je pense que, il y a des périodes où vraiment l'engagement à titre personnel explose parce que les gens ont envie que les lignes bougent, ont envie que ça change. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'engagent aujourd'hui. Il y a des personnes qui s'engagent sur les droits du vivant. Il y en Mmh. a qui s'engagent sur l'égalité femmes-hommes. Il y en a d'autres qui vont s'engager sur la transition écologique, etc. Le principe des émergences, c'est de se dire attention, si on veut un projet cohérent, on doit prendre tout ça en compte. Et donc, on part d'une base qui sont les ODD, les objectifs de développement Ouais. durable posés par l'ONU il y a 10 ans, qui sont 17, je crois. Ouais, assez ouais, 17 ouais, ODD de ouais. l'ONU. On les a enrichis pour prendre en compte des enjeux qui nous semblaient manquer dans les ODD, comme les droits du vivant, l'importance des activités culturelles et artistiques, qui sont pour moi au cœur de ce que c'est aussi faire société. Et donc, tout un tas d'enjeux comme ça. Donc, on arrive à 20 ODD+. Et D'accord. on se dit, en fait, une société fonctionnelle et une société du quaternaire, c'est une société qui est capable de faire coexister ces 20 ODD+. C'est-à-dire qu'on ne fait pas vivre un ODD+, au détriment d'un autre. Donc en fait, c'est ce qu'on Intéressant appelle ça. systémique. Tout ça, c'est un système Mmh. complexe. Et on se dit, en fait, il y a tout un tas d'acteurs partout qui portent des sujets. Nous, notre sujet, ça va être d'essayer d'imaginer le projet collectif qui peut en ressortir. Ça, c'est le principe des émergences. Et on se dit, ça doit passer par de la formation citoyenne. On doit montrer aux gens qu'il existe un futur positif possible. Ça commence par là. Et il faut que les gens se disent, oh, effectivement, le futur n'est pas forcément sombre. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire, OK, du coup, j'ai envie d'agir pour quelque chose et autre chose que moi-même. Cette formation citoyenne, elle est clé pour que ça se traduise demain dans les urnes. Alors la formation citoyenne, c'est quoi Ce sont concrètement? simplement, par exemple, vous connaissez la fresque du climat? Tu Ouais, connais la ah oui, fresque oui, du bien sûr. climat? Ouais. La fresque du climat, c'est un très bon sujet de formation Ah citoyenne, totalement. d'éducation au sujet de Ouais. l'écologie. Ouais, d'accord. Mmh. Après, la fresque du climat a son propre format. Oui, C'est oui, une il y a beaucoup fresque. Il existe plein de méthodes tout à fait. pédagogiques. D'accord. Mais si on veut demain que les gens pensent différemment, votent différemment, consomment différemment, il faut commencer par les éveiller sur les sujets qui permettent un peu de sortir, notamment du poids des lobbies. Je pense que ça passe Ouais, aussi bien par sûr. là. Il faut des lobbies positifs. Je pense que ça passe aussi par une posture des candidats à des élections différentes. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, C'est la psychologue je qui vais parle. généraliser, je vais un peu généraliser quand même, mais c'est un petit peu ça. On fait des campagnes, quel que soit l'échelon municipal, régional ou plus haut, beaucoup en mode sauveur. C'est-à-dire qu'on part voilà, on fait la liste de tous les problèmes et je suis candidate ou candidat pour apporter des solutions. Là aussi, je vais un peu vite, mais c'est ça. Et de ce fait, les citoyens nourrissent un espoir. Ah, bon, on va voter pour lui parce que ça nous semble être ou elle, c'est Il la va meilleure. résoudre tous nos Il va problèmes. tout nous, Deus voilà, et ex c'est machina. super. Ça s'appelle comme ça. Sauf que on s'aperçoit, et ça rejoint ce que Mmh. ce que tu disais tout à l'heure sur les crises, et ce que Ouais. Jérémy étayait aussi,
sur les polycrises, les mutations, etc., on s'est aperçu que c'est quand même plus complexe que ça et que la solution, elle ne va pas provenir d'une personne, de la sauveuse ou du sauveur. Et donc, ça génère derrière de la frustration, de la colère, du ressentiment aussi à l'égard des politiques, en se disant ah, c'est tous des. Non, je caricature pas parce qu'on l'entend tous les jours, c'est tous des nuls, des incompétents, ils sont pas. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à faire des campagnes, à incarner la politique aussi différemment, avec la possibilité de dire bah, peut-être que je vais pas pouvoir tout résoudre, mais je m'engage à créer les conditions pour qu'ensemble, on trouve des solutions. Et cette position-là, elle permet aussi de remettre le citoyen dans une position non pas d'attente, et donc derrière qui peut dire ouais, ils sont nuls, machin, mais d'acteur aussi. Et donc, quand on est acteur et au cœur d'un système qui peut éventuellement trouver des solutions et être aidant, ben, on retrouve aussi de la dignité, on se reconnecte aussi à ce qu'on sait, etc. Et donc, c'est moins frustrant. Et donc, ça génère moins de colère de peur, et donc ça génère moins de vote RN. Enfin, Oui, tout à fait. si on déroule, ou de vote extrême en tout cas. Là, à mon sens, où Emmanuel Macron a échoué, c'est dans ce divorce entre le pouvoir et le peuple. Et ce qui a accéléré, à mon sens, ce divorce, c'est la période des retraites en 2023, la réforme des retraites, où il n'y a pas eu d'écoute de ce que les citoyens ont manifesté quand même, en nombre, ont exprimé. Il n'y a pas eu de considération, il n'y a pas eu de respect. Et aujourd'hui, vraiment, ce divorce, on le ressent très fortement, et ce manque de confiance. Également, et ça, c'est un peu la marque Macron depuis 2017, la rupture avec les corps intermédiaires, la rupture avec les syndicats. Et ça, il y a besoin de réhabiliter aussi ce lien-là. Vraiment, on le ressent dans les territoires. Et également, voilà, au plus haut niveau, il y a besoin de réhabiliter, et c'est Pierre Rosanvallon qui en parle très bien dans son ouvrage sur les institutions invisibles. Il parle esprit de démocratie à réhabiliter pour réconcilier aussi le pouvoir avec le peuple. Et ça passe aussi par voilà, de l'écoute, du lien, de la confiance, de la considération C'est avec les intéressant gens. parce que c'est une question aussi que je me pose sur parler de remettre la démocratie un petit peu dans la main des citoyens. Et c'est vrai qu'en entreprise, il y a souvent un lien qui est fait en fait avec le manque d'autonomie, le manque de démocratie en entreprise et les votes extrêmes. D'ailleurs, c'est Thomas Coutreau qui en parle très Oui. bien, Mm. passionnant. Ouais. Je voulais un peu savoir ce que vous en pensiez et si vous aviez des idées pour remettre la démocratie au cœur de l'entreprise. Alors, je pense que c'est important de se rappeler ce qu'est l'entreprise. Et l'entreprise, elle n'a pas vocation à être démocratique. Le lien de subordination, c'est ça, L'entreprise, alors c'est pas ça, c'est que l'entreprise, c'est une personne morale. hein. Le concept de personne morale a été créé à la fin du 19e siècle pour permettre de protéger les dirigeants qui avant investissaient leur fortune personnelle dans des projets. D'accord. Et donc la personne morale est devenue une personne. Et donc aujourd'hui, cette personne, elle est au service de ceux qui la financent, ses actionnaires. Et ça, c'est l'une des seules prérogatives réelles de l'entreprise. Donc ensuite, elle doit répondre devant la loi à tout un tas de sujets, mais une entreprise ne va pas en prison. On ne met pas une entreprise en prison. On peut aller inquiéter ses dirigeants, on peut compter sur les doigts d'une main les grands dirigeants qui vont en prison. Mm. Mais une entreprise ne va pas en prison. Et une entreprise, elle doit servir ses actionnaires. Donc le fait qu'une entreprise décide d'avoir un processus plus ou moins démocratique, à un certain stade, je ne parle pas de PME qui sont par exemple dans des logiques très humanistes ou très paternalistes ou peu importe. Une grande entreprise qui déciderait de faire de la démocratie, ça relèverait probablement plutôt d'une forme de démagogie. Et c'est là qu'il ne faut pas s'y tromper. C'est-à-dire, l'objectif d'une entreprise, c'est de faire en sorte d'avoir les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, au bon coup, et de faire en sorte que ces personnes fassent le boulot. Et donc, en fait, c'est ça l'objectif de l'entreprise. Et si on veut créer autre chose, il faut regarder d'autres indicateurs. Moi, je suis un grand militant de la triple comptabilité, parce que tant que ce qu'on regarde, c'est le bilan financier, c'est ça qui décide. Il faut que ça produise de l'argent. Et donc, en fait, quand on se pose la question de la démocratie en entreprise, aujourd'hui, c'est un sujet qui n'a même pas lieu d'être, parce que l'entreprise en tant que telle est là pour servir l'intérêt de ses actionnaires sur le papier. Si on veut que ça change, il faut imposer à l'entreprise d'autres indicateurs, comme le bilan social et le bilan environnemental.
Et là, en fait, on commencera à intégrer des parties prenantes différentes dans l'équation, comme les riverains, comme les pouvoirs, vraiment tout ce qui se passe autour, Les et stakeholders. Ouais. toutes les parties prenantes. Et à ce moment-là, eh ben, en fait, évidemment, le mode de gouvernance devra évoluer. Et donc, on se rapprochera de plus en plus de ce que ça veut dire faire société. Après, il y a des gouvernances partagées qui se développent un petit peu. Bon, c'est Bien sûr, mais vraiment on parle quand même du c'est modèle dominant. epsilonesque, En fait, comme on c'est le dit, sujet du mais modèle dominant. ouais, oui, tout à Le fait. modèle dominant aujourd'hui, parfois, on va dire oui, mais regarde, il y a tel truc qui fait ça. Oui, mais si on sait citer exactement tel truc, c'est que tous les autres ne le font pas. C'est Anne. Oui, oui, moi je crois beaucoup au dialogue social. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup d'instances qui existent aujourd'hui, hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui qui ont pu se développer au sein des entreprises. Alors après, c'est pareil, je crois qu'on a besoin aussi d'avoir du discernement, c'est-à-dire qu'il y a les grandes entreprises, Tout à fait. plus de 250 qui sont, on peut le dire, qui sont bien outillées aussi, sur le sujet de la formation aussi, enfin voilà, ils sont staffés pour et c'est solide. Moi, je pense souvent aux TPE-PME. Bien On sûr. parlait de l'évolution des métiers tout à l'heure. Je pense au petit garagiste au fin fond de Lyon, qui est tout seul, Et dont on 98% quand même du pour tissu qui est dit économique français, quoi. exactement, exactement. Faut quand même le préciser. On parle de la fin du moteur thermique, et Ouais, cetera et cetera. Enfin, voilà, enfin, bien sûr. c'est quand même une petite, révolution. Pas Mmh. forcément le temps d'aller se former, et cetera, parce qu'il est tout seul et qu'il faut assurer le boulot. Enfin, donc c'est comment est-ce que finalement, là pour le coup les politiques publiques, parce que je pense que c'est c'est notre rôle, peuvent accompagner aussi, les TPE-PME pour, monter en compétences, pour, mettre en place aussi des instances, plus démocratiques ou de dialogue social et cetera. Parce que tout le monde n'est pas au fait et n'a pas les capacités aussi et le temps, à dégager. Donc, là, il y a un vrai sujet. Moi, j'avais proposé d'ailleurs dans la dernière campagne des municipales à Dijon, d'avoir un vrai service appui et que la ville, mette en place un Ah oui, service d'appui RH, dialogue. emploi pour, les TPE-PME du territoire. Parce que là aussi, enfin, c'est pas inné quand on doit gérer son business, Mmh. gérer, son développement, gérer, ses salariés, gérer, et cetera et cetera. Ben, voilà, la question du recrutement, la question, des métiers qui évoluent, la question RH et cetera. Donc d'avoir un vrai service d'appui aussi pour accompagner les entreprises. Donc ça rejoint cette dimension-là et c'est vrai que le dialogue social, ben, tout le monde n'est pas, forcément n'a pas le temps aussi de pouvoir l'animer, de pouvoir, l'instaurer comme il le souhaiterait peut-être. Donc là, c'est à mon sens, un complément à apporter, de la part des collectivités, des pouvoirs publics. Pour finir, j'avais envie qu'on parle des capacités. Tu en parles dans ton livre. Je trouve ça passionnant, ce sujet parce que, ça va plus loin que les compétences. Donc c'est, Amartya Sen qui en a parlé, mais pas que. Est-ce que tu peux, peut-être revenir dessus? Pourquoi tu as décidé d'en parler? Ce que c'est et en quoi finalement ça permet à un individu, d'être plus maître de sa trajectoire? Ça touche profondément à ce qu'Océane disait tout à l'heure sur le fait que derrière les compétences mécaniques et tout ça, il y a de l'humain, il y a d'autres choses qui se jouent. Hem, Moi, donc j'ai des activités de recherche à côté de ce que je fais en psychologie sociale et je m'intéresse beaucoup à ce sujet de nature de la compétence. Et le XXe siècle a créé, notamment en France, une vision de la compétence très mécaniste parce qu'il fallait des gens qui savaient faire ci, qui savaient faire ça, qui connaissaient tel sujet, des experts, en gros. Mmh. Mais quand on regarde la manière dont est composé un être humain, une compétence, on stocke pas la case marketing dans sa tête. Quand on a affaire à un sujet, en fait, on va solliciter tout un tas de ressources différentes qui vont nous permettre d'agir. Le meilleur qu'on puisse souhaiter dans une société, c'est que l'ensemble de ses citoyens soient en mesure d'agir par eux-mêmes, pour eux-mêmes, dans un esprit de bien commun. C'est ce qu'on appelle une capacité d'agentivité. Donc cette agentivité, en fait, ça doit être le but de toute société. Parce que dans une société où chaque personne est agentive, la société sait s'adapter à n'importe quel défi. Et on développe une solidarité beaucoup plus forte. Mais pour faire ça, en fait, il faut comprendre ce qui fait qu'une personne est capable de produire des choses, qu'elle est capable d'apprendre ou non, qu'elle est bloquée dans sa vie ou non. Et ça va toucher à plein de sujets. Donc, une compétence est structurée, une capacité va être structurée avec des connaissances, bien sûr. Il faut savoir des choses, une capacité à raisonner et réfléchir, ce qu'on appelle la cognition. Aussi, tout ce qui va constituer l'identité de la personne, nos moteurs de motivation, notre personnalité, nos valeurs, nos croyances. Toutes ces choses-là, en fait, elles viennent faire que deux personnes, par exemple, qui ont des compétences égales, ne vont pas du tout gérer des situations de la même manière. Mmh.
Ça va faire que 2 personnes sur l'échiquier politique, qui sont à des endroits différents, qui ont exactement les mêmes compétences, vont voir un sujet de manière complètement opposée. Pour l'un, ça va être scandaleux, pour l'autre, ça va être génial. Ça, c'est la partie qu'on appelle la conation. En gros, tout ce qui va Ah être lié ouais. à notre personnalité. Il y a une autre partie qui va être nos émotions. On a souvent tendance à le nier dans notre société très mécaniste, mais on est des êtres biologiques. On a tous des cycles de fatigue, des cycles d'hormones, on a tous en fait des cycles dans nos vies, et tous ces et une manière de réagir aux événements. Je vais voir une personne qui m'impressionne, je vais me mettre à rougir, je vais me paralyser, alors que face à une autre, non. Donc toutes ces choses-là, elles jouent dans notre quotidien. Je vais m'énerver ou Mmh. pas, et en fait, tout ça, ça fait qui on est. Et le dernier, c'est notre rapport au corps. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est capable de s'adapter? Bah, c'est d'abord qu'elle a reçu l'information qu'il y a des choses qui changeaient. Et comment on reçoit l'information? On le voit, on l'entend, on le sent, on le goûte, et cetera, ce sont nos sens. Et donc, en fait, la première chose qu'on puisse faire dans notre société, des méthodes comme la méthode d'éducation Montessori le sait très bien, la première chose qu'on puisse faire pour aider quelqu'un dans sa vie à se développer, c'est développer son rapport à ses sens. Mmh. Et ensuite, tout ça, ça permet de travailler le rapport à notre corps. Une compétence, une capacité derrière, ça va être tous ces sujets-là. C'est pas juste savoir des choses.